Télévision du Vivre Ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour, bienvenue. Si vous êtes bien installé, vous êtes bien sur le canal 307 du bouquet Canal Sat, c'est Info Télévision. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'actualité de la semaine, tout ce qui a pu marquer déjà l'environnement camerounais et même international. Nous avons eu par exemple l'examen du CEP et des jeunes enfants qui allaient composer justement ce premier examen. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir deux personnes qui ont même déjà l'habitude de passer ici. Nous avons Samuel Hervé Mandeng, président du Cameroun Digital Boost, cette édition qui commence à partir du 6 au 7 juillet à Yaoundé. Alors nous aurons aussi Denis Emilien Atangna, qui est aussi un habitué des plateaux de Info Télévision, qui viendra aussi nous donner son avis concernant tous les reportages qui ont été sélectionnés. Alors on va commencer avec cette composition du CEPE. Alors monsieur Denis Emilien Atangna, en tant que leader d'opinion, on n'a pas eu de cacophonie ni quelque part aussi quelques réserves concernant justement cette organisation pour cet examen, le premier examen des jeunes enfants qui s'est déroulé il y a quelques jours. Quel est le regard que vous portez face justement à cette décision du Mineduc de pouvoir continuer à faire des examens tout en se prévalant justement contre la lutte contre le Covid-19? Bon, mais disons qu'il n'y a qu'au Cameroun que ce qui est facile est mystifié. Donc on ne devrait pas croire que le fait d'avoir réussi l'organisation des compositions du CPE, ça relève d'un miracle. C'est vraiment des choses qui sont banales. Donc organiser des élèves à s'asseoir dans les salles de classe, leur donner des épreuves, faire des photocopies des épreuves, composer des épreuves, photocopier les épreuves, les distribuer, ça ne devrait pas relever d'un miracle. Donc pour moi... Mais le Mineduc s'est dit satisfait, notamment concernant cette organisation qui quelquefois laisse un peu à désirer. Mais écoutez, il n'y a qu'au Cameroun où on mystifie des choses qui sont banales, simples. Je dis que pour organiser les compositions du CPE, ça n'exige pas d'être un marabout. Donc, vous composez des épreuves, on les multiplie, on distribue aux écoliers, ils composent et ça va. Donc, pour moi, il n'y a pas de félicitations à faire, il n'y a pas de satisfaction. Ils ont fait le travail qu'on attend d'eux, c'est suffisant. Merci, monsieur Samuel Hervé Mandeng. Alors, vous qui venez de la diaspora, comment est-ce que vous avez perçu justement cette organisation face à justement ce premier examen des jeunes enfants? Bon, déjà, bonjour chers téléspectateurs, salut à tous ceux qui nous regardent, que ce soit ici au Cameroun et partout dans le monde. Merci à toi Odile, merci à toute l'équipe derrière. Je salue mon co-panéliste, je salue bien sûr le président M. Mveng qui a cette opportunité, qui nous donne toute cette opportunité. Alors, face à la problématique, je pense que je vais aller vers mon voisin. Je pense qu'on veut quelque part nous rendre peut-être ridicules parce que dans notre pays, excusez-moi, je suis obligé de parler dans le prisme au moins du monde, à terme de l'expérience que j'ai. Je pense que on ne devrait pas s'en féliciter parce que c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Mais je comprends dans le sens que tu veux dire, Odile, quand même peut-être que ça veut dire qu'il y avait un certain nombre de problèmes avant. Maintenant, on se satisfait du fait que, suite aux problèmes qu'il y avait hier, aujourd'hui, on rentre dans la normale. Peut-être si c'est dans ce sens-là, bon, on peut se satisfaire et on peut dire que oui, peut-être il y a eu des avancées à ce niveau et qu'on espère que les autres vont aussi couler dans le même bain. Nous allons donc passer au premier reportage avec le contrôle du gouvernement. Le premier reportage est signé Théophile Ebaudet, Assemblée nationale. La problématique de l'accès à l'électricité et à l'eau au centre des débats. Le ministre de l'eau et de l'énergie avoue que l'électricité et l'eau dans les 10 régions du pays sont une denrée rare dans les ménages. Les équipements achetés à des milliards de francs CFA des contribuables sont vétustes à travers le pays. Le problème d'entretien des réseaux de transport et de distribution de l'électricité se pose avec acuité.
Certains députés révèlent que les transformateurs sont défectueux dans plusieurs régions. Un état des lieux qui inquiète la représentation nationale. Comment est-ce qu'après plus de 50 ans, les problèmes des populations soient les mêmes, où on a réalisé les barrages? Tous les villages riverains et avoisinants ont des problèmes d'énergie. C'est la même note avec les centrales à gaz. Le courant va être transformé ailleurs et les populations riveraines sont abandonnées. Donc, c'est une situation qui est préoccupante dans tout notre pays. Vous direz que ce sont des problèmes d'équipement technique, des problèmes d'interconnexion, de fusion, tout ça, entre les réseaux nord, sud, est. Vous avez cité les dénominateurs communs de ces difficultés, qui sont le matériel désuet, obsolète, les poteaux amortis. Mais tout ça, c'est un langage courant, entendu régulièrement. Et ça frise même à du réchauffer parce que le citoyen lambda veut des solutions aux problèmes de nécessité en eau et en électricité. Des mesures urgentes sont annoncées pour réduire les désagréments que connaissent les ménages. 55 000 poteaux béton seront mis en lieu et place des poteaux en bois. Parce que les chutes de poteaux bois aujourd'hui sont la première cause des interruptions de courant et dans les quartiers et dans les villages. Voilà donc l'une des mesures urgentes que le gouvernement est en train de prendre en matière de distribution. En matière de transport et de capacité de transit, le principal opérateur qu'est la Sonatrel est en train de commander encore une dizaine de nouveaux transformateurs en dehors des 6 transformateurs qui passent de 30 au moins à 50 MVA qui ont été commandés et livrés l'année passée et au cours de cette année. Nous attendons encore une dizaine de transformateurs en prélude à la CAN. Donc cela permettra donc d'améliorer les capacités de transit. En guise de solutions urgentes, le gouvernement verse déjà 1 milliard de francs CFA à la société en charge de l'électricité chaque semaine pour supporter certaines charges liées à l'électrification des ménages. L'organisation de contrôle du gouvernement a été débattue, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. On parle de problèmes d'énergie, de centrales à gaz, entre autres. Le ministre de l'énergie et de l'eau, Gaston Elundou Somba, a parlé d'une dizaine de transformateurs qui sont commandés. Alors, monsieur Denis Emilien Atangla, vous qui êtes sur le terrain, qui savez un peu comment cela se déroule, est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale est à même de pouvoir trouver une solution face à ces problèmes récurrents qu'on retrouve dans nos foyers? Non, ce n'est pas à l'Assemblée nationale de trouver des solutions. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les institutions. Je suis également, vous savez que je suis conseiller municipal à la commune de Monatel. Donc moi, je respecte les assemblées. Et je trouve que c'est une bonne chose que l'Assemblée nationale se préoccupe d'un sujet comme celui-là. Mais en tant que Camerounais, je crois quand même que c'est indécent, c'est scandaleux. On parle encore au XXIe siècle d'un problème d'accès d'eau potable au Cameroun. Je vous rappelle que le Cameroun est l'un, je dirais même le pays le mieux traversé par les cours d'eau au monde. Le Cameroun compte pratiquement plus de 150 cours d'eau. La majorité des départements du Cameroun portent les noms des cours d'eau. Donc, on ne peut pas expliquer que les pays où il n'y a pas de cours d'eau, où il y a le désert, ne parlent pas de problème d'accès d'eau potable, mais qu'un pays comme le Cameroun, qui est le pays le mieux arrosé au monde par des cours d'eau, qu'on se retrouve encore à parler des problèmes d'électricité. C'est une honte. L'électricité, on peut comprendre relativement, mais pour l'eau, c'est une honte. Et je rappelle que dans ces pays, les voitures, corps administratifs, sont 5 fois plus nombreux que les forages. Or, quel est le coût d'un CA? C'est pratiquement le coût d'un CA peut vous réaliser 8 forages. Mais qu'est-ce qui peut justifier ça? Donc pour moi, la solution aujourd'hui ne relève plus des discours des ministres qui sont à Yaoundé. La solution pour nous aujourd'hui, et c'est ce que nous proposons au niveau de notre parti, le FDC, c'est au niveau de la répartition des recettes de l'État. Il faut qu'on cesse de croire que les problèmes d'eau, d'électricité vont continuer à être gérés par l'État central.
ça fait 60 ans qui nous tiennent les mêmes discours, que vraiment des mesures urgentes sont en train d'être prises, ceci a été fait, ceci sera fait. Mais curieusement, dans les villages, 50 ans après, comme disait le député, on fait les mêmes discours, on a les mêmes problèmes, et l'année qui suit, on revient, on réchauffe un peu, et on a les mêmes problèmes. Donc pour nous, il faut responsabiliser les communes, il faut responsabiliser les régions, mais pour que cela soit possible, il faut permettre, il faut faire en sorte que l'État central gère uniquement 40% des recettes, 30% sont envoyés au niveau des conseils régionaux, et le reste des 30% des recettes de l'État sont alloués aux communes. Une commune, par exemple, qui a 10 milliards de budget, en un an, en 2 ans, vous réglez le problème d'accès à l'eau potable. En 3 ans, vous réglez le problème parce que le monopole dont on parle, moi je suis conseiller à mon atelier, nous avons fait une délibération pour la création d'un barrage au niveau des chutes de Poupuma. Alors, puisque le Cameroun est traversé par beaucoup de coups d'eau et qu'il y a des rapides, des barrages dans tous ces coups d'eau, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des petits barrages de retenue dans pratiquement chaque département, dans chaque commune, et donner la possibilité à des privés qui ont des moyens et qui n'attendent que des mécanismes de stimulation pour qu'ils viennent mettre. Donc, que ce soit au niveau de la diaspora, il y a des ressources, il y a des gens qui n'attendent que ça. Est-ce qu'on a besoin encore que des Blancs, quand on parle des néo et autres, que ce soit des Blancs, des Marocains, qui viennent gérer un secteur aussi sensible, névralgique comme l'eau et l'électricité. Donc, pour nous, il faut laisser les gens de Yaoundé avec leur discours et donner les moyens aux communes, aux régions pour régler les questions essentielles des populations. Et j'ai posé un autre problème hier, Odile. Mais voilà un état dans lequel nous vivons, où on n'a pas de toilettes publiques. Donc voilà un état qui est incapable de nous permettre de régler, de satisfaire ce qu'on appelle les besoins élémentaires, les besoins physiologiques, les besoins naturels. Si vous avez la diarrhée à Yaoundé, dans certaines parties de Yaoundé, vous faites comment? Vous gardez ça dans le ventre? Si vous avez la diarrhée et que vous n'avez pas 100 francs CFA pour aller payer, vous faites comment? Un besoin qui est naturel. Et nous sommes donc là dans un état qui déjà ne nous permet pas de satisfaire les besoins naturels. Et nous dit encore qu'ils vont donner de l'eau. Vraiment, il faut qu'on laisse les gens de Yaoundé gérer les choses à Yaoundé et qu'on donne le pouvoir, les véritables moyens aux communes qui peuvent, selon nous, régler ce problème. Alors, M. Samuel Henri Mandel, dernièrement, nous avons assisté au régional où il y a le transfert de compétences. Là, le ministre a parlé de 55 000 poteaux en béton qui seront remplacés par les poteaux qui seront remplacés par le bois. Aujourd'hui, l'honorable Benaï a parlé des équipements vétustes. Il a parlé des interconnexions qui ne sont pas quelque part un peu en marge de pouvoir contrôler l'électricité. Il a parlé justement d'un discours réchauffé. Aujourd'hui, est-ce que vous, étant de la diaspora, vous avez eu à travailler peut-être avec plusieurs pays en Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du Cameroun face à cette Assemblée nationale qui, quelque part, continue à nous rechanter cette même mélodie concernant justement la gestion de l'électricité et de l'eau, qui, quelque part aussi dans nos ménages, crée beaucoup de problèmes parce qu'il y a toujours beaucoup de sorties des populations qui ne continuent de se plaindre aujourd'hui? Ben déjà, tout d'abord, Odile, il faudrait rappeler que le rôle de l'Assemblée nationale, ce n'est que de dénoncer, ou ils sont dans leur rôle. Et nous pouvons lire... Mais le ministre a parlé de 1 milliard chaque semaine déboursé justement dans ce domaine de l'eau et l'électricité. Par semaine, oui. Il y a 1 milliard qui est déboursé. Oui, ça c'est l'exécutif. Donc, je voulais juste départager les rôles. Les députés aujourd'hui, depuis, si je m'abuse, depuis 10 ans quand même, avec la naissance des nouveaux courants des commissions, je pense, ces mini-forums qui se tiennent à l'Assemblée nationale, je pense que de cela, les choses bougent à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai eu l'occasion de participer au moins à plus de 2 forums à l'Assemblée nationale depuis mon arrivée dans des sujets qui nous interpellent. Alors, revenons sur le sujet. On a l'habitude de dire que lorsque tu rencontres un arbre 2 fois dans la forêt, tu t'es perdu. Mais si tu rencontres l'arbre 3 fois, tu es bête. 3 ou 5 fois, tu es bête. S'il faut revenir à cela, 50 ans, on parle d'un même problème chaque année depuis 50 ans. Vous-même faites la règle de 3. Si à 3 vous êtes bête, à 50, vous-même vous trouverez le reste. Alors, rendu aujourd'hui, j'ai un ami très précieux qui a l'habitude de dire que le sous-développement s'est passé par la même porte 3 fois pour le même problème. Comment en 50 ans on passe par la même porte plusieurs fois pour le même problème?
Selon vous, quelles pourront être les alternatives face à ce problème d'eau et d'électricité au Cameroun? Le développement est tout simplement, c'est-à-dire que c'est le développement, le leadership tout simplement, que les gens comprennent que si on n'arrive pas à résoudre, mon copain parlait des besoins élémentaires, si on n'arrive pas à résoudre les besoins élémentaires pour qu'on soit à un autre niveau, à s'attaquer aux besoins existentiels comme les autres, on ne peut pas. Je vous prends un exemple. Lorsqu'un noir part d'un pays sous-développé, bien de l'Afrique, un Camerounais part de l'Afrique, je vais prendre, un Camerounais part de l'Afrique, il arrive au Canada, lui, il se bat encore à chercher à manger. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans un pays où manger était un standard, où chercher à manger est un standard. Lorsqu'il arrive dans un pays où le plus pauvre mangeait déjà, lui pense que comme il a mangé, il a sécurisé, il est arrivé. Donc je vous dis que la situation où on vit ne nous aide pas à l'étranger. Parce que nous, on pense que c'est sécuriser le manger, la santé, qui est vive. Parce qu'on nous a dit que non, si tu as déjà de quoi manger, et puis tu as ta petite voiture, tu t'es marié, tu es allé à l'église, et puis tu as un petit boulot, je pense que tu as réussi. Mais tu arrives à un endroit, tout le monde a ça, même le plus pauvre a ça. Alors, vous voulez me dire que, rendu aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir de l'eau, et puis on se met à dire que non, on se met à nous chanter des nouvelles chansons. Écoutez, je pense qu'il y a un problème de leadership. Alors, lorsque je parle de problème de leadership, je ne m'attaque pas au président de la République. Je ne m'attends à personne. Le leadership, c'est la capacité de transformer tout ce qu'on vous donne. C'est tout. Le leadership se résume à ça. Ça veut dire que, comme on dit la parabole de talent dans un livre plus vieux que le monde qu'on appelle la Bible, ça veut dire qu'il a donné 3 à l'autre, il a donné 2 talents à l'autre, il a donné 1 talent à l'autre. Et puis l'autre, les deux ont transformé leur talent en 2, l'autre a transformé le talent en 3, et puis l'autre qui avait le talent en 1 a caché. On dit que c'était un noir, un Camerounais. Donc, apparemment, lorsque son maître lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais avec ton talent? Pourquoi tu n'es pas allé mettre ton talent en banque? Il dit que non, j'avais peur que tu puisses peut-être me réprimander. On parle d'alternative, M. Samuel Hervé. Oui, parlons de l'alternative. Voilà. Juste à ce niveau, on a besoin du leadership. On a besoin d'un leadership, de comprendre que ça ne nous sert pas de ne pas avoir de l'eau et de l'électricité. On peut avoir d'autres problèmes. 50 ans plus tard, je suis très heureux que ce soit un député RDPC qui l'a dit, et le Rab Benaye que je connais très bien, grand frère que je connais très bien. Et aussi, voilà aussi quelqu'un, un conseiller qui le dit. L'alternative, c'est quoi? Il faut développer un mindset de leadership. Qu'on comprenne qu'on ne fait pas la faveur aux Camerounais d'avoir de l'eau et d'avoir tout simplement de l'électricité. Ça fait partie, si on a ça, ça nous revalorise en termes d'estime de soi et on se compare aux autres. Et puis on a d'autres problèmes peut-être d'ordre chimique, d'ordre peut-être d'envoyer la fusée aussi en l'air. Nous on est encore en train de chercher à manger, à boire, alors que les autres sont déjà en train d'envoyer les fusées. On va arriver quand? Nous allons passer au second reportage avec le développement des infrastructures. Il y a eu robot Pika présenté aux étudiants. C'est un reportage signé Karine Comment. Voici le robot Picarbi, conçu par Yannick Edouard Mokongo, ancien étudiant et pur produit de l'IAI Cameroun. Le projet ambitieux présenté ce mercredi 30 juin 2021 à la salle des conférences du Centre d'excellence technologique Paul Biya aux anciens et nouveaux étudiants de l'Institut, en présence de Armand Claude Abonda, le représentant résident de l'IAI Cameroun et des hommes de médias, permet d'entrer dans l'univers de l'intelligence virtuelle. J'ai fait des compétitions de réalité virtuelle où j'ai pu acquérir certaines compétences en 3D. Et c'est justement 3 ans plus tard que je me rends compte qu'en fait, pour fabriquer mon propre matériel, je devais avoir des connaissances en 3D. Et donc, ce que j'ai pu apprendre ici me permet de concevoir et modéliser du matériel en 3D que je pourrais imprimer avec une imprimante 3D. Donc, voilà un cas concret de l'utilité de la réalité virtuelle. La démonstration proprement dite met en exergue 3 situations distinctes correspondant aux multiples fonctionnalités du robot. Il s'agit d'effectuer des opérations à distance, détecter les obstacles, ainsi que les personnes et les objets grâce à cette main dotée de 21 points de repère et connectée à un serveur. Il peut servir dans le domaine de l'agriculture. Notamment grâce au traitement d'image, il peut reconnaître des plantes et puis faire des prévisions dans le temps et dans l'espace pour permettre aux agriculteurs d'avoir une meilleure prise de décision. Voilà, afin de savoir où ils iront, peut-être dans 5 mois, dans 6 mois. Voilà. Et le second exemple, c'est peut-être dans le domaine de la sécurité. Il y a ce qu'on appelle Smart City, donc les villes intelligentes. Le robot est capable de détecter et de suivre du regard et même de calculer la vitesse de mouvement d'un objet. Donc,
il peut servir par exemple à gérer les infractions ou alors les excès de vitesse. À travers cette réalisation, l'action du gouvernement porte ses fruits et le label IAI est honoré dans le sens de la modernisation des outils technologiques. C'est donc une fierté pour l'Institut qui félicite cet effort dans la recherche et l'intérêt porté aux technologies du futur. Parce que je suis un représentant résident, chef d'établissement, fier de ces produits. Voilà un ancien étudiant qui a reçu un peu et il en apporte beaucoup pour son pays. Concevoir un robot qui peut améliorer la productivité, la création de richesses dans les domaines de la sécurité, l'agriculture et même le domaine médical. C'est vraiment important de voir que ce jeune Camerounais est revenu dans son pays pour montrer ce qu'il a su faire. Pour les étudiants, c'est une véritable source de motivation. Je suis très reconnaissant vis-à-vis de notre aîné académique qui vient aujourd'hui comme une source de motivation. Il vient aujourd'hui en enseignant. Il vient aujourd'hui nous montrer les opportunités qu'offre notre domaine. Et c'est ce qui a toujours été dit ici dans cette école. Nous devons avoir le sens de l'entrepreneuriat et le sens de l'innovation, ce qu'il a fait. Le robot Picarbi, conçu par Yannick Edouard Mokongo, est réalisé à 80% et à sa phase expérimentale. Le concepteur du projet formule le vœu que ce robot humanoïde serve d'abord aux intérêts de son pays, le Cameroun. Le développement infrastructurel mis en exergue avec la 3D, avec le jeune Yannick Edouard Mokongo qui est revenu dans son pays natal après avoir reçu une formation de l'Institut africain d'informatique, vient présenter son robot Picarbi. Alors monsieur Samuel Adebamdeng, vous êtes quand même quelqu'un qui travaille avec la diaspora camerounaise, entre autres. On a cette nouvelle conception avec ce robot efficient qui joue justement sur la 3D, la nanotechnologie, entre autres. Comment est-ce que vous percevez justement ce retour aux sources et ce retour au pays avec cette nouvelle technologie qui est mise en exergue? Mais déjà, pour moi, c'est l'occasion de féliciter ce jeune. Je pense que c'est ce que nous faisons avec le Cameroun Digital Boost, où nous permettons à la diaspora, nous permettons à la diaspora de pouvoir montrer leur savoir-faire et de surtout créer des ponts en termes de compétences, leur réalisation et le Cameroun. Et ce que le jeune a fait à travers le robot, c'est vraiment louable, parce que surtout le jeune qui disait que c'est une inspiration pour eux. Mais sauf que, à ce niveau, c'était de l'autre côté, le blanc ne montre pas ça à ce niveau. C'est une erreur que nous faisons chez nous. C'est qu'on vient le montrer, on met toutes les caméras, on le fait de... Ça, c'est politique. Quand le blanc se lève, quand ces gens se lèvent pour montrer, ça veut dire qu'ils ont déjà réalisé des milliers de prototypes. Ils ne viennent plus montrer à cette étape. Le robot est réalisé pour l'instant à 80%, comme l'a souligné le reporter. Oui, le robot, justement, s'il n'est pas réalisé à 100%, tu ne viens, justement, c'est une erreur. Tu ne viens pas monter un robot qui est réalisé à 80%. Le robot ne sera jamais réalisé à 80%. C'est pour cette raison qu'il y a un téléphone de la même marque 1 et le 2 est plus meilleur. Et puis quand tu regardes le 3, tu vois que le 2 était limité et puis tu vois le 4 jusqu'au 10. Tu comprends? Il n'y aura jamais une amélioration. Mais l'erreur, ce que je pense ici, c'est que est-ce que ce jeune ne va pas aussi mourir en termes de compétences, en termes de réalisation comme notre jeune artisan? Parce que ici, voilà donc ce que nous faisons. Nous demandons donc aux investisseurs, aux familles, d'accompagner ce jeune autour, justement, des différentes conférences que j'ai faites au Cameroun. Comment construire une communauté entrepreneuriale autour de ce jeune pour que le projet de ce jeune soit accompagné, développe non seulement sa communauté et développe le pays. C'est très louable ce que ce jeune fait, mais c'est une erreur de le montrer à la télé. Pour l'instant, on pouvait le faire après, lorsqu'on est déjà au 2. Ces blancs-là, quand ils te montrent le 1, ça veut dire que le 3 est déjà fini. Ça veut dire que nous, on n'a même pas encore terminé le 1. On est déjà à la télé. Le jeune est content, il va aller montrer dans toutes les télévisions que oui, j'étais à la télé, on m'a vu à telle télé. Mais après,
son génie sera copié. Je vous parle d'un exemple tout en chutant. Arthur Zhang était le premier à sortir un produit dans tout ce qui est le corps humain, donc il a le cardiopade. Dès qu'il a sorti le cardiopade, on a sorti le pulmopade. Le pulmopade, le rhinopade. Tout le reste, les blancs l'ont copié, on a fait tout le reste. Donc on l'a encerclé derrière son cardiopade. Et ils ont fait tout le reste. Alors que si ce jeune avait tout simplement son cardiopade, et les gens ont dit, non, sors-nous le rhinopade, sors-nous le pulmopade. Donc quand il manque le cardiopade, le rhinopade et le reste sont déjà sécurisés. Et c'est cette erreur que nous faisons aujourd'hui. Lorsqu'un Africain a un petit truc, un petit avion qui vole, il le montre sur Facebook et puis il a 10 000 likes. Et puis son produit n'évolue pas. Je pense qu'on doit changer cette manière de faire. On doit comprendre que le monde est en compétition au niveau intellectuel, au niveau des connaissances. On doit apprendre à cacher nos connaissances dans les labos au lieu de les amener à la télé. Merci Samuel. Alors monsieur Denis Emilia Tangana, monsieur Samuel Hervé Mandin il indique le processus de compétitivité. Ici on parle d'effectuer des obstacles, de traitement d'image, de sécurité. Le jeune homme il a parlé par exemple d'agriculture qui est un projet de développement. Alors aujourd'hui, comment vous pensez que cette invention va essayer d'interagir avec notre économie au Cameroun? Oui, bon, je crois qu'après avoir écouté M. Mandin, il n'y a pas grand-chose à redire. Hein. Il a vraiment pris la place de quelqu'un qui apporte de manière technique les éclairages sur cette initiative-là. Pour moi, il faut féliciter le génie parce que le plus gros problème que notre pays a, c'est au niveau de la détection des talents et des valeurs. Et je crois qu'après avoir fait l'IAI au Cameroun, il n'aurait pas eu besoin de voyager. Parce qu'on revoit encore notre problème, celui de la rétention des talents. Nos talents sont obligés pour se faire connaître d'aller en Europe, en Occident. Or, tel qu'il avait commencé son invention ici, on avait mieux encadré, il n'aurait pas eu besoin d'aller poursuivre les recherches en Europe. Donc il y a un problème de détection, d'encadrement et de rétention des talents et des valeurs. Ce problème, je crois qu'on peut le régler si les communes ont assez de moyens, les conseils régionaux et au niveau de la volonté politique de l'État central. Présenter un projet pour dire que l'invention n'est pas encore achevée. Il n'est même pas encore dans la phase expérimentale. Il est encore dans les recherches. Donc c'est pratiquement comme le vaccin AstraZeneca qu'on a commencé à vendre. Nous allons y revenir, alors que, monsieur. Non, je suis dans le même sujet. D'accord. C'est complètement comme ce vaccin qu'on a commencé à vendre dans le monde entier, alors que le laboratoire de fabrication n'avait pas encore fini les recherches pour s'assurer de son efficacité. Et plus tard, on vous dit que ce vaccin n'est pas efficace. Donc, à quoi ça sert donc pour rejoindre M. Mandin de présenter un produit qui n'est pas encore fini, qui n'a même pas encore fait sa phase expérimentale au Camerounais? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt d'exposer un garçon comme celui-là? Vous savez, faire une conférence de presse comme celle-là, ça coûte de l'argent. Parce que des journalistes viennent, il y a un pique-nique qui est organisé, ça coûte de l'argent. Pourquoi ne pas prendre cet argent et le remettre à ce génie, parce que c'est un génie, pour qu'il améliore son travail, qu'il aboutisse à son travail? Est-ce que cette conférence de presse vise à attirer les partenaires ou bien les investisseurs pour l'aider à accompagner son projet, ou c'est juste pour nous faire croire que le gouvernement travaille? Nous tous on sait le travail du gouvernement. On venait de dire qu'on n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'eau à boire, que l'argent du Covid a disparu. Donc on connaît déjà le travail du gouvernement. Et c'est sur cet enfant que le gouvernement veut nous prouver sa proactivité, son travail vraiment. Je suis d'accord avec M. Mandinke. Il serait donc judicieux que ce gouvernement, le gouvernement actuel, mette beaucoup de moyens pour que ce projet aille à sa fin et qu'on aille vers une phase expérimentale qui nous permettra effectivement de voir ce qui est fait. Nous dit que oui, un robot qui est à 80% va nous aider sur l'agriculture, l'élevage, alors qu'il n'est même pas encore fini. Vraiment, c'est m'amener à avoir un espoir qui n'est pas bon. Et puis ma mère avait l'habitude de dire à mon père. Nous allons passer au troisième reportage. Comme je disais, donc je préfère croire aux réactions de ce robot lorsqu'il sera fini.
Et je verrai la phase expérimentale et j'invite vivement le gouvernement à encadrer et à mettre des moyens pour que ce talentueux gars, M. Manding finisse. Non, pas M. Manding. Oui, M. Mokongo réalise à fond son projet. Le gouvernement d'ailleurs a salué son génie avec le représentant résident de l'IAI, M. Armand Claude Avanda. Il n'est pas du gouvernement. On espère que quelque part aussi, c'est le comité scientifique a beaucoup félicité cette initiative aussi, M. Denis Emilie Atangana. On espère qu'il va continuer dans cette même lancée et que ça pourra inspirer d'autres jeunes. Alors nous allons passer au troisième reportage qui concerne la sécurité et l'identité. Passeport, un nouveau passeport, le DGSN lance les enrôlements physiques. C'est un reportage signé Théophile Diané. Le nouveau système de production des passeports biométriques au Cameroun se matérialise. L'opération d'enrôlement physique des demandeurs de passeports vient d'être effectivement lancée par la délégation générale à la Sûreté nationale ce jeudi 1er juillet 2021 au Centre national de production des passeports à Yaoundé. Tous les usagers dont les rendez-vous sont prévus ce jeudi après la phase de pré-enrôlement sont successivement reçus dans ce bâtiment flambant neuf et hautement sécurisé. Après vérification des documents à l'entrée principale, les demandeurs de passeports sont immédiatement conduits vers les différents postes où les dossiers sont traités de manière fluide, rapide et sans faille en quelques minutes seulement. Émerveillés par la qualité du service, les différents usagers expriment toute leur satisfaction. J'ai été le premier à être enrôlé, c'était très rapide, très rapide. Le Cameroun change déjà et là je peux prendre la posture d'un Camerounais qui a été émerveillé. Ben, vous savez, c'est tellement beau. L'infrastructure et ce magnifique édifice qui nous accueille, voilà, on a vraiment l'impression d'avoir payé 110 000 pour quelque chose. Parce que le service est rendu en 5 minutes. J'ai fait mon passeport et j'ai l'impression d'être émergent. Donc voilà, ça a déjà changé physiquement. Maintenant, il faut que dans la tête des Camerounais, que ça change aussi. L'accueil, c'est vraiment apprécié et la prise en charge des clients, c'est très apprécié. Jusqu'ici, que ce soit l'enrôlement en ligne, comme la confirmation de cet enrôlement ici, tout s'est passé comme c'est décrit. On a un peu de la peine à croire, quoi. Cette opération d'enrôlement, débutée ce 1er juillet à Yaoundé, est également en cours dans tous les commissariats à l'émi-émigration ainsi que dans les représentations diplomatiques du Cameroun. Il faut noter que les premiers passeports seront disponibles à partir du 2 juillet 2021. Les nouveaux passeports déjà mis sur pied en 48 heures, on pourra avoir, il y a un pré-enrôlement et un enrôlement. Alors, M. Denis Emilie Atangana, durant le reportage, je vous ai vu sourire. Alors, que pensez-vous de cette initiative camerounaise qui déjà commence à surprendre beaucoup plus d'un? Oui, il faut déjà dire que ce n'est pas le passeport n'est pas réalisé par une entreprise camerounaise. C'est une collaboration allemande. Allemande, oui, voilà. Après 10 ans, quand même, ça reviendra au Cameroun de pouvoir le gérer. On a des ingénieurs, on a des gens qui peuvent penser, parce qu'il s'agit de la protection des données. Il y a des données que les pays étrangers ne doivent plus gérer. Le passeport, ce n'est pas une nouveauté. On faisait déjà le passeport au Cameroun en moins de 2 heures de temps. Le délégué général de la Sûreté nationale a parlé justement d'une nouveauté et il a dit que le passeport express n'a jamais existé. Le passeport, écoutez, le passeport se faisait déjà au Cameroun même en 2 heures de temps, 1 heure de temps. Ça, c'est une vérité. Donc, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que les passeports express n'existaient pas. Et on savait le coût qu'il fallait débloquer pour avoir un passeport en 1 heure, en 2 heures de temps, en 24 heures. Donc, si on veut généraliser la production des passeports en 48 heures, pour nous autres, ça nous rassure. Ça nous rassure. Maintenant, sur la grosse publicité qui est faite autour de ces passeports en 48 heures, je crois qu'il faut être prudent. On a là affaire à un marketing agressif qui vise à faire croire aux Camerounais que l'augmentation du prix des passeports ordinaires à 130 000, c'est parce que à 110 000 francs, c'est parce que le passeport sera produit en 48 heures. Donc, il faut être prudent. Je voudrais que vous faites un second reportage dans 6 mois pour qu'on nous dise si l'accueil est resté le même, si le suivi est le même et si les passeports ordinaires sont réellement produits en 48 heures. Parce qu'au Cameroun, on nous a habitués à faire des lancements de grands projets. Par exemple, le stade Olembe, ça fait 12 ans qu'on a fait la pose de la première, puis il y avait beaucoup de caméras. Mais curieusement, 12 ans après, le stade n'est pas fini et on n'est même pas sûr qu'on aura le complexe. Donc pour moi, c'est une bonne chose, c'est bien, mais il faut qu'on fasse un suivi citoyen, de telle sorte qu'on se rassure effectivement que tous les demandeurs de passeports
puissent l'avoir. Et puis, c'est bien qu'on aille autour de la communication, autour du passeport, mais est-ce que vous imaginez qu'il y a des Camerounais qui ont 2, 3 ans, 4 ans, qui n'ont pas de carte d'identité? Moi qui vous parle, ça fait 8 mois que j'ai fait ma carte d'identité, qu'elle ne sort pas. On vous dit appeler tel numéro, elle ne produit pas. Alors, ce que nous demandons, c'est déjà bien ce qui est fait au niveau du passeport, mais nous, au niveau de notre parti, le FDC, nous recommandons à la police de créer des centres de fabrication régionaux de la carte nationale d'identité. On ne peut pas continuer à croire qu'on va tout fabriquer à Yaoundé. On prend déjà toutes les décisions à Yaoundé. On gère déjà tout l'argent du pays à Yaoundé. On fait tout à Yaoundé. Mais il faut vraiment déconcentrer les choses, décentraliser les choses. Voilà la CENI qui ne sort pas. Alors, si quelqu'un est à Angelmandouga, sa carte nationale d'identité ne sort pas, il doit faire comment venir à Yaoundé? À Yaoundé, il vient même, on ne le reçoit pas là-bas. Il fait comment? Donc, nous, on propose des choses qui sont saines. Produire un passeport en 48 heures, c'est déjà bon. C'est bien, c'est à féliciter. Mais si vous n'avez pas de carte d'identité pendant 3 ans, moi, mon passeport, aujourd'hui, il est, le délai est expiré. Je ne parviens pas à avoir ma carte d'identité. Qu'est-ce que je dois faire? On vient me dire que le passeport est produit en 40. Combien? Est-ce que tout le monde voyage dans ce pays? Le document le plus prestigieux dont on a besoin, c'est la carte nationale d'identité. Il faut que la police règle ce problème. Et nous, au niveau du FDC, nous demandons qu'il soit créé des centres régionaux de fabrication de la carte nationale d'identité. C'est le meilleur service que la police puisse rendre en ce moment au peuple camerounais. Merci. Alors, M. Samuel avait demandé, on a eu quand même, il y a quelques mois, une décongestion des CNI. Là, aujourd'hui, on parle de passeport avec justement le site qui a été mis sur pied, Passcam, où on pourrait se préenrôler et puis avoir la suite, la continuité avec le nouveau siège de production de passeports qui se trouve à Itoudi. Alors, nous avons eu quelques reportages avec des candidats demandeurs de passeports qui ont reçu leur passeport à moins de 48 heures même. Est-ce que pour vous, c'est une innovation au Cameroun? Si je parle dans l'angle de la diaspora, dans l'angle d'un Camerounais, bien sûr, qui réside dans un autre pays, pour moi, c'est une grande nouvelle parce que il n'y a pas 2 mois aujourd'hui, j'étais dans un comité avec des compatriotes, justement, qui se plaignaient que leur séjour allait être échu. Et ils avaient besoin d'un passeport, sinon ils allaient perdre leur résidence. Je parle du Canada. Et il faut tenir que le Canada est 1,5 fois plus vaste que les États-Unis. Ça veut dire que ces jeunes étaient peut-être à une distance comme à Paris. Et l'ambassade se trouve à Yaoundé, donc 6 heures de vol pour arriver ici. Et alors, ils avaient un problème de passeport, ils se sont réunis en groupe et puis ils ont écrit au commissariat, mais qui était impuissant face à la situation de Yaoundé. Face à cela, je peux dire que peut-être ces jeunes sont aujourd'hui, ont un espoir de pouvoir certainement avoir leur passeport et certainement rentrer en régularité parce que plusieurs sont maintenant, n'ont plus leur résidence. Peut-être ils pourraient avoir un sourire. Mais il ne faudrait pas que le passeport soit l'arbre qui cache la forêt. Parce que est-ce que les 23 ou les 24 millions de Camerounais voyagent? Moi, je connais des gens qui ont fait plusieurs passeports qui ne l'ont jamais utilisé. Mais il y a un problème réel de carte d'identité au Cameroun. Il y a un problème réel de carte d'identité. Mais si on faisait la même publicité pour la carte de la CNI, je pense que le délégué devrait être félicité par ma grand-mère. On ne peut pas avoir de passeport sans avoir de CNI. Mais bien sûr, c'est ça. Parce que ici, vous êtes félicité seulement par les voyageurs. Et les voyageurs ne sont pas nombreux. Parce que la plupart des personnes que nous avons vues là, on les connaît quand même. On sait que c'est peut-être des gars qui voyagent. Si c'est pour eux, peut-être c'est bien pour vous. Mais si le délégué voulait avoir quand même une masse critique de personnes qui apprécient son travail, qui apprécient le travail de la police, ça devrait être à l'arrière-pays. Donc pour cela, un peu comme mon voisin le disait, qu'ils essayent de mettre la même politique et fassent la même publicité pour la CNI. Je pense qu'on aurait atteint les objectifs. Mais aussi, il faut tenir compte que dans d'autres pays, on ne fait pas la publicité pour le passeport. Les Américains et les Canadiens sont des populations qui ne voyagent pas beaucoup. C'est des populations qui restent chez eux parce qu'ils ont tellement à découvrir chez eux. Je ne sais pas ce que cette image veut dire en nous montrant qu'il faut avoir un passeport à 110 000. J'avais dit ici dans ce studio que je n'ai vu dans aucun pays, sauf en Europe,
peut-être qu'il y a un passeport en 2 jours, mais dans 7 autres pays où on vient, on donne quand même la latitude dans une démocratie de choisir le passeport à 3 niveaux. Le passeport ordinaire à 80 000, tu attends 2 mois. Le passeport, express, tu attends, ça te fait 250 000 parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, écoute, je veux le passeport aujourd'hui, dans 2 heures. Alors là, c'est ça, tu payes le double du prix. Oui. Le passeport régulier, ou bien le passeport, comme on se le dit, c'est 110 000. Si tu veux que le gouvernement utilise toutes les failles pour empêcher les réseaux mafieux. À côté de ça, mettre 3 prix. Ça permet que si je veux mon passeport en 2 mois, en 1 mois, je ne suis pas pressé, je vais aller le faire et je vais attendre les 2 mois. Et ce que le gouvernement ne sait pas, avec mes 80 000 francs, il peut l'utiliser pour même investir dans d'autres programmes et gagner même en devises. Et puis maintenant, revenir le remettre dans le système. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le système des bourses. C'est-à-dire qu'on te permet d'avoir une certaine somme d'argent, tu le payes avant, mais le banquier le prend pour aller l'investir ailleurs et puis revient le mettre le jour de l'échéance. Donc ça permet que les Camerounais peuvent le payer en avance et puis l'État gagne. Donc, il ne faudrait pas que ceux qui ont pensé, ils ont inventé la roue. Je pense que s'ils ont inventé la roue, qu'ils aillent encore voir comment ça se passe aussi ailleurs. Merci. Il faut rappeler que c'est cette même police, il y a de cela, je crois, 2 ou 3 ans, qui nous a fait un point de presse pour nous dire que le passeport sera désormais produit en 21 jours. Moi, je ne suis pas amnésique, je me rappelle bien de cette communication en 21 jours. Ceux qui ont demandé les passeports peuvent nous dire s'ils les ont obtenus en 21 jours. Voilà. D'accord. Nous allons passer au 4e reportage qui parle justement de la lutte contre la Covid. Lutte contre le Covid-19, la sensibilisation se poursuit. C'est un reportage de Nadia Jougen. Le Cameroun relance dans quelques jours une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19. L'arrivée des doses de vaccins Sinopharm, AstraZeneca et autres ne suscite toujours pas d'engouement côté citoyen, d'où la sensibilisation massive qui se fera de porte à porte par les agents de santé. Une décision du gouverneur de la région du Centre, Nasseri Paul Beya, qui emboîte le pas au ministre de la Santé publique. Je crois que la campagne de sensibilisation ne va rien produire. Pourquoi? Parce que 19 personnels de la santé sur près de 300 qui se sont vaccinés. Alors, la réticence autour du vaccin ne relève pas de hasard. Il y a des informations qui que c'est juste une question de marché. Pour certains citoyens réceptifs, cette campagne de routine lancée dans l'optique de réduire les hospitalisations et des décès au Cameroun est une propagande sans changement. C'est un mécanisme du populisme de l'État. Et on sait que l'État aujourd'hui emploie des mécanismes pour essayer de nous distraire. Mais on ne distrait pas les hommes. Au Cameroun, on meurt déjà sans Covid. C'est-à-dire c'est le pays où on a une journée de mort le jeudi. On enlève au moins 300 corps par hôpital. Ça n'a rien à voir avec le Covid. En attendant la riposte massive contre cette pandémie, les mesures barrières restent de mise afin d'endiguer le coronavirus au Cameroun. La lutte contre la propagation du Covid-19 est toujours discutée au Cameroun avec cette nouvelle campagne qui va être lancée le 7 juillet par le ministre de la Santé avec le programme élargi de vaccination, le PEV. Alors, monsieur Denis Emilien Atangla, je vous sentez quand même assez intéressé par ce reportage. Vous n'êtes pas pour le vaccin contre la Covid-19. Pourquoi ça alors qu'il y a une campagne qui va être mise sur pied? En fait, nous sommes contre cette campagne de vaccination parce que nous sommes fortement convaincus qu'elle ne vise pas la lutte contre le coronavirus, elle vise autre chose. Pourquoi nous sommes contre? Premièrement, jusqu'ici, le Cameroun n'a reçu que 2 types de vaccins. 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. 391 200 doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre de l'initiative COVAX. Alors, première chose, ces vaccins ont été réceptionnés au Cameroun en avril. Ça veut dire que ces vaccins étaient destinés pour le coronavirus classique. Mais le mois de juin, il y a eu de nouveaux variants. On nous parle du variant indien, du variant sud-africain, des différents variants. Cela signifie que les vaccins dont nous disposons en ce moment sont déjà obsolètes. Ils sont dépassés et ne peuvent plus neutraliser les différents variants qu'il y a. Première chose. Deuxième chose, l'entreprise Pfizer qui fabrique AstraZeneca
vous dit que son vaccin n'est pas efficace. Mais vous dites que vous allez injecter ça aux populations. L'entreprise a dit n'est pas efficace à 100%. Il est efficace à 80-85%. Et le conseil scientifique ne l'a pas forcément recommandé. Allons-y dans ce sens. Oui. Pourquoi alors ce vaccin a été interdit à l'Union, n'a pas été homologué dans certains pays au niveau de l'Union européenne? Question, est-ce que nous, on doit accepter un tel vaccin? Non. Troisième chose, les mêmes vaccins, on s'interroge sur les mécanismes de conservation. On nous annonce une campagne qui va se faire dans le porte-à-porte. Comment est-ce qu'on conserve? AstraZeneca est conservé dans la température allant de 2 degrés à 8 degrés. Alors, lorsque vous allez sortir avec ces vaccins, un vaccin sorti du réfrigérateur hier, ou bien ce matin qui n'a pas été utilisé, puisque les gens refusent cette affaire, est-ce qu'on va le jeter en brousse, ou bien on va encore aller le conserver pour venir vacciner les gens? Nous le disons aux Camerounais que cette campagne de vaccination n'est pas du tout bien indiquée. Nous conseillons le ministre de la Santé de stopper avec cette blague de mauvais goût. Parce que le Cameroun aujourd'hui n'a pas besoin de l'immunité naturelle, de l'immunité collective artificielle. La première vague du corona nous a permis de développer l'immunité collective naturelle. Notre système immunitaire s'est adapté, a fait face au corona classique. Est-ce que vous avez des résultats probants à vouloir justement dire que le système immunitaire des Camerounais, peut-être des Africains, est adapté? Est-ce que vous avez eu des résultats, des enquêtes qui sont allées dans ce sens? Mais il faut dire que lorsque le corona est apparu, tout le monde a présagé l'hécatombe dans les pays comme le Cameroun où l'indiscipline généralisée et l'incivisme gouvernent le comportement des Camerounais. Mais les gens qui sont morts du coronavirus, il faut dire que ces gens-là avaient un système immunitaire faible. Et c'est ça, lorsque un virus arrive, s'il vous trouve affaibli ou bien avec des antécédents, il vous emporte. Ah, vous parlez de comorbidité? Bien évidemment, il vous emporte. Et le constat qu'on fait au Cameroun est que, avec la première vague, l'immunité collective naturelle s'est développée. Donc on n'a pas besoin des vaccins qui sont même déjà dépassés. Des vaccins obsolètes qui ne tiennent pas compte de l'avènement de nouveaux variants du corona. Parce qu'il faut préciser à l'endroit des téléspectateurs que le coronavirus est un virus mutant, un virus variant. C'est le principe du virus en général. C'est un virus mutant, un virus variant. Alors un vaccin que vous avez reçu en avril ne peut pas être efficace avec l'arrivée de nouveaux variants. Parce que les vaccins que nous avons reçus étaient destinés pour le premier corona, donc le corona classique. Aujourd'hui, on a des nouveaux variants. Pourquoi on va injecter ça aux populations alors qu'il y a d'autres variants? C'est pour ça que nous, on vous dit que nous sommes contre cette campagne de santé au niveau du FDC et nous sommes convaincus que cette campagne ne vise pas la lutte contre le coronavirus. Les gens cherchent peut-être des preuves pour justifier les fonds qui se sont fait dissimuler dans le cadre du Covid. Vous êtes arrivé au Cameroun, vous avez été vacciné, parce que je crois que dans les réseaux sociaux, vous l'avez assez bien démontré. Voilà, aujourd'hui, on parle d'une autre campagne de vaccination dans votre pays d'origine, le Cameroun. Est-ce que vous avez justement ces appréhensions, comme les Camerounais l'ont aujourd'hui, face à ces nouveaux vaccins qui ne font qu'arriver au Cameroun? Bon, ben, Odile, je peux avoir l'impression de parler aussi comme tous les autres Camerounais ou bien comme tout le monde. Mais est-ce que je peux parler comme tout le monde? Je ne pense pas. Parce que le domaine de la santé, c'est comme le domaine de l'armement. Donc, il faudrait avoir une bonne expérience là-dessus et même certifié là-dessus pour pouvoir parler à un certain niveau. Mais j'ai quand même des questions. Les questions que je veux poser ici sont lesquelles? C'est que, est-ce que déjà je veux poser, qui devrait expliquer aux Camerounais les résultats des différents vaccins ou bien l'homologation des vaccins que nous avons reçus? Dans certains pays, lorsque les vaccins arrivent, les médecins sortent, c'est pas le ministre, les médecins, parce que le ministre n'est qu'un homme politique, les médecins sortent et puis expliquent et démontrent auprès de la population en disant que nous, médecins, chercheurs, voici, nous nous engageons sur la profession de foi que c'est un bon
ou bien il est bon à tel degré, et nous demandons aux populations, de le prendre. Mais ici, ce que mon copanéliste vient de dire et ce que tous les Camerounais font, si l'État peut l'analyser d'une certaine façon, c'est quand même un manque de confiance. A dit que les populations n'ont plus confiance à l'État. Ça veut dire que l'État doit changer son courant d'information. Il doit s'entourer à chaque fois qu'il parle aux populations des experts. Parce que ce sont des experts qui sont garants de ces formes. Alors, vous, étant, vous êtes fait vacciner, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un candidat vaccin? On parle candidat vaccin, peut-être, on parle peut-être de cobaye, ça c'est le nom dit, vous êtes un cobaye peut-être? C'est possible, mais est-ce qu'on a le choix aujourd'hui? Il y a toute une condition pour entrer au Cameroun, il faudrait avoir le vaccin de la fièvre jaune. Si vous ne l'avez pas, il faut dans certains pays dans le monde aujourd'hui, il faudrait l'avoir. Est-ce qu'on peut échapper au vaccin aujourd'hui? Si on n'arrive pas à échapper au vaccin de la rougeole ou bien de la tuberculose ou bien de la fièvre jaune aujourd'hui, est-ce que nous pourrons échapper aux différents vaccins et les normes qui vont se mettre autour du coronavirus? Mais je pense que la seule chose qui peut nous permettre de nous échapper, ce sont tout simplement nos médecins, la fiabilité de nos laboratoires, la fiabilité, le contre-pouvoir en termes de recherche. La médecine locale, vous avez un mot pour à dire sur la médecine locale qui est quelque part un peu usée aussi par certains citoyens camerounais? Bon, la médecine, écoutez, il faut savoir déjà que ça a été démontré que les Africains, généralement, comme les Asiatiques, utilisent pour la plupart, à 60%, la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle avant d'utiliser, c'est-à-dire que la médecine est occidentale. Donc ça veut dire qu'un Africain moyen, c'est que s'il a mal au ventre, il va prendre telle écorce. Si ça perdure, c'est là où il ira peut-être à l'hôpital. On a d'abord les réflexes de la nature. Il y a quelque part un peu des limites aussi à la médecine locale. Oui, j'arrivais pour dire que ça a montré ses forces, ça a aussi montré suffisamment ses limites parce que ce n'est pas suffisamment normé et encadré. Et encadré non seulement par la recherche et par une forme de recherche, pas des normes, je veux dire aussi. Alors, si à cet effet, c'était encadré, on pouvait voir des résultats. Je pense peut-être qu'avec ça, l'Afrique est peut-être mal barrée. Si on ne veut rattraper, je pense que nous devons avoir aussi nos propres courants. Nous arrivons donc au terme de cette édition. Merci à nos invités d'être passés chez nous sur Info Télévision. On vous dit à dimanche prochain et j'espère que vous passez un bon dimanche. On continue avec la suite des programmes. Nous allons remercier toute l'équipe technique qui a été mise en place, qui a justement eu à nous mettre sur pied justement un matériel quelque part qui a un peu ralenti le début de l'émission. Nous allons remercier Dieu de Nevers, le PDG, qui suit attentivement cette émission chaque dimanche, et toute l'équipe aussi et tous les téléspectateurs qui ont l'habitude de regarder cette édition. Passez un bon dimanche et si vous êtes à table, et un bon appétit. Allez, à plus tard.